Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc aujourd'hui reprendre et terminer la question que nous avons commencé à examiner de la typologie des métaphores conceptuelles. Alors, j'avais déjà expliqué lors du dernier cours que Lakoff et Johnson distinguent trois grands types de métaphores conceptuelles: les métaphores structurelles, les métaphores d'orientation et les métaphores ontologiques. Alors, je ne reviens pas sur les métaphores structurelles du type « l'amour est un voyage », nous en avons déjà beaucoup parlé. La dernière fois, nous avions abordé la question des métaphores d'orientation. Je vais récapituler très brièvement ce que nous en avions dit. Et puis, nous allons travailler aujourd'hui sur la question des métaphores ontologiques, d'une part chez Lakoff et Johnson, et d'autre part en approfondissant un peu la question à partir de la notion de métaphore primaire qui a été développée par un élève de Lakoff qui s'appelle Grady, qui a donc fait sa thèse avec Lakoff sur ce sujet, et nous allons examiner cela d'un peu plus près parce que c'est important, vous le verrez. Alors, sur la question des métaphores d'orientation, je vous rappelle que, à la différence des métaphores dites structurelles, comme l'amour est un voyage, la discussion c'est la guerre, etc., qui sont d'une certaine façon imprévisibles. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une... On pourrait peut-être imaginer construire un répertoire complet de ces métaphores structurelles, mais bon, elles sont quand même a priori assez peu énumérables selon des critères définitoires de départ. Alors que les métaphores d'orientation, elles, comme elles se fondent sur des paramètres spatiaux, eh bien, on peut tout de même peut-être imaginer qu'il soit possible de les répertorier de manière un peu plus précise. Alors, nous avions vu que ces métaphores d'orientation correspondent à des formules du type « le bonheur est en haut, la tristesse est en bas », que l'on retrouve dans des expressions linguistiques comme « je suis aux anges ». Nous avions vu également « le conscient est en haut, l'inconscient est en bas », ou encore « la santé et la vie sont en haut, la maladie et la mort sont en bas ». Bien, qui sont donc des métaphores conceptuelles, mais qui ont cette particularité. Donc à chaque fois, ici, on l'a illustré à partir de l'axe haut-bas, mais on peut imaginer d'autres axes spatiaux, devant, derrière, enfin à l'avant, à l'arrière, etc. Alors, la liste des différentes métaphores d'orientation que nous avions trouvées à partir de Lakoff était la suivante. En général, tout ce qui est en haut, c'est plutôt la domination, l'élite, le bon, la vertu, le rationnel. Et puis, en examinant la façon dont est décrit l'adjectif haut dans un dictionnaire, j'avais pris l'exemple du TLFI, nous avions vu que les données lexicales permettent de retrouver un certain nombre de métaphores conceptuelles. Par exemple, l'idée que la valeur est en haut, que la domination, l'élite est en haut. En revanche, certaines des métaphores conceptuelles mises en évidence par Lakoff et Johnson, comme l'idée que le bonheur est en haut, par exemple, n'apparaissent pas dans le dictionnaire à partir de l'entrée haut. Donc, ça signifie que, du point de vue méthodologique, on ne peut pas partir des données lexicales pour répertorier les métaphores conceptuelles. Il faut partir des usages discursifs, des textes, etc. Donc, d'une part, nous avions remarqué que le lexique n'enregistre pas toutes les métaphores conceptuelles, et d'autre part, que Lakoff et Johnson laissaient de côté un certain nombre de métaphores conceptuelles qui apparaissent dans le TLFI. Par exemple, à titre... c'est assez remarquable que l'association entre l'aigu et le haut ne soit pas relevée par Lakoff et Johnson comme une métaphore conceptuelle. C'est une notion qui est importante dans le champ du symbolisme phonétique ou des correspondances transmodales. Alors, les conclusions de Lakoff et Johnson sur les métaphores d'orientation étaient les suivantes. L'idée que
Beaucoup de concepts sont organisés en fonction d'une ou de plusieurs métaphores d'orientation spatiale. Il y a une systématicité à la fois interne et externe dans les métaphores spatiales. Ces métaphores sont enracinées dans notre expérience culturelle et physique, elles ne sont pas arbitraires. Et enfin, les fondements, les motivations de ces métaphores conceptuelles peuvent être diverses, mais on observe une certaine stabilité. Alors parlons maintenant donc, c'est le point suivant, des métaphores ontologiques. Alors les métaphores ontologiques, elles ont elles aussi une valeur très générale qui consiste grosso modo à conceptualiser tout ce qui n'est pas matériel en être ou objet matériel. Donc c'est l'idée que notre expérience des objets physiques va nous permettre de conceptualiser des choses non physiques. Donc on a un domaine source qui est le monde physique, le domaine cible qui est tout ce qui n'est pas physique. Donc cette notion de métaphore ontologique consiste grosso modo à traiter comme des objets des choses immatérielles. Et la première, on peut le décliner, Lakoff et Johnson le déclinent en termes d'entité, de métaphore du contenant et de personnification. Donc, un certain nombre de choses abstraites vont être conceptualisées comme des entités, comme des choses. Ce qui va permettre des opérations sur ces entités, référence, quantification, etc. Alors, premier exemple, la métaphore, l'inflation est une entité. Bon, l'inflation, c'est un concept économique qui n'est pas une chose. C'est une, c'est une propriété, c'est un calcul, c'est une opération si on veut, mais en tout cas, ça n'est pas une entité matérielle ou personnelle, ça n'est pas une entité. Bon. Mais on observe que dans certaines expressions linguistiques, comme ici l'inflation dévore une grande partie de nos revenus, eh bien l'inflation est, en l'occurrence ici personnifiée, mais enfin elle est représentée comme, elle est conceptualisée comme une entité qui fait quelque chose. Bon, deuxième exemple, l'esprit est une entité qui, donc métaphore conceptuelle qui se décline en deux versions. L'esprit est une entité comme une machine. Donc, par exemple, mon esprit est incapable de fonctionner aujourd'hui, il ne tourne pas rond, ou je ne tourne pas rond, etc. Ici, l'esprit est vu comme une chose, et en l'occurrence plus précisément comme une machine mentale, si on veut. Et puis, par ailleurs, l'esprit est un objet fragile, c'est une deuxième manière de réaliser cette métaphore ontologique, l'esprit est une entité. Par exemple, il a craqué à l'interrogatoire, qui donc est une expression linguistique qui subsume, disons, enfin qui présuppose la métaphore conceptuelle que l'esprit est quelque chose qui était fragile et qui a craqué. Bien. Alors, le fait de conceptualiser comme des entités des choses non matérielles permet la référence, par exemple. Donc la peur des insectes, c'est pas une chose, la peur des insectes. Une émotion, c'est ce que vous voulez. Mais ici, on peut faire référence à cette peur comme à un objet. Ma peur des insectes est en train de rendre folle ma femme. Bon, ici, on a la référence à cette abstraction comme s'il s'agissait d'une entité. La quantification, ce livre exigera beaucoup de patience. Bon, la patience, ça n'est pas quelque chose de concret, évidemment. Ici, la notion abstraite de patience est quantifiée comme par beaucoup comme s'il s'agissait d'une entité concrète. Identification d'aspect, là aussi, le fait de
conceptualiser quelque chose d'abstrait comme une entité permet de percevoir certains aspects de cette entité. Exemple, la brutalité de la guerre. Identification de causes. Bon, le poids de ses responsabilités a provoqué sa dépression. Bon, ici, c'est donc les responsabilités qui ont provoqué la dépression, mais ces responsabilités sont vues, alors là en plus le poids qui renforce, disons, la métaphorisation conceptuelle, mais sont vues comme une cause d'un comportement, comme une entité constituant la cause d'un comportement. Ensuite, donc, un autre type, si on veut, de métaphore ontologique, ce sont les métaphores du contenant, qui correspondent donc à une projection de l'orientation dedans-dehors. Donc, par exemple, les champs visuels sont des contenants, le navire entre dans le champ de vision, et les états sont des contenants qui contiennent des événements ou des actions. Est-ce que tu es dans la course dimanche? Bon, être dans la course, ça veut dire participer à la course. La course est vue ici comme un événement, l'événement de la course est métaphorisé comme un contenant à l'intérieur duquel il y a les coureurs. Il sort du coma, l'état comateux est vu ici comme un contenant dans lequel on peut entrer ou dont on peut sortir. Enfin, la personnification, mais on l'avait vu déjà un petit peu avec l'inflation, l'exemple de l'inflation dévore une grande partie de nos revenus. La personnification, c'est le cas où l'objet physique est conçu comme une personne. Donc par exemple, ce fait plaide contre les théories classiques. Le verbe plaider est un verbe qui normalement est employé. Alors là, évidemment, il y a deux façons de traiter ce genre de cas. Soit on fait porter la métaphorisation sur plaider, soit sur ce fait. Là, le raisonnement consiste à dire que plaider est une activité faite par un être humain, et ici, le fait, qui est donc une entité abstraite, est vu comme une personne qui plaide, comme le ferait par exemple un avocat. Alors, maintenant la question, à partir de cet ensemble de métaphores conceptuelles, et en particulier avec ces métaphores très, très générales qui sont les métaphores ontologiques, enfin très générales, oui, je veux dire qu'elles sont très fondamentales, elles semblent très fondamentales. Ce qui est clair, c'est qu'elles sont très souvent sous-jacentes à d'autres types de métaphores. Et la question qui se pose forcément à un moment donné dans ce type d'approche théorique, c'est est-ce qu'il y a des concepts qui sont perçus en quelque sorte directement sans passer par des métaphores, puisque là on donne beaucoup d'exemples qui sont des métaphores conceptuelles, mais est-ce qu'il y aurait des sortes de concepts de base qui seraient un réservoir de sources métaphoriques grâce auxquelles nous pourrions conceptualiser toutes sortes d'expériences diverses? Alors là, il y a un raisonnement assez intéressant de la part de Lakoff et Johnson que je vais vous montrer en deux parties. Voilà la première partie du raisonnement. Bon, ils prennent l'exemple du haut, qui en fait, l'axe haut-bas correspond à notre corporéité. Alors je ne sais plus si je l'ai mis quelque part dans une autre diapositive, mais je me souviens que dans un passage du livre de Lakoff et Johnson, ils prennent l'exemple de si nous étions des êtres sphériques et qu'on se déplaçait en roulant, etc. Je veux dire que l'axe haut-bas, pour un être sphérique, n'aurait peut-être pas du tout la même importance que pour nous qui vivons dans la station debout, etc. Bon. Alors, indépendamment de ce premier aspect, on peut imaginer que d'autres cadres seraient objectivement possibles pour l'orientation dans l'espace, les coordonnées cartésiennes générales, mais en fait, les concepts spatiaux humains sont vraiment structurés par ces orientations qui sont centrées sur l'ego, c'est-à-dire ce qui est en haut, en bas, ce qui est près, loin, ce qui est devant, derrière, à droite, à gauche, etc. etc. Bon. Et ensuite, donc, Lakoff et Johnson réfléchissent sur le rapport entre l'expérience physique
et l'expérience non physique, disons culturelle. Alors, je cite donc ce premier passage. En d'autres termes, ce que nous nommons expérience physique directe ne se réduit jamais à la possession d'un corps d'un certain type. Nous dirons plutôt que chaque expérience a lieu sur fond de présuppositions culturelles. Il est donc erroné de parler d'expérience physique directe comme s'il existait un noyau d'expérience immédiate que nous interpréterions à l'aide de notre système conceptuel. C'est intéressant qu'ils prennent cette précaution parce que c'est sans doute quelque chose qu'on est assez spontanément amené à penser, qu'on a une sorte de vie physique première, primitive, et que c'est à partir de cette vie physique que nous expérimentons la vie non physique. C'est l'impression que peut donner la typologie des métaphores conceptuelles lorsqu'on dit qu'on conceptualise à partir de sources qui sont, par exemple, le haut, le bas, ou alors les entités matérielles, etc. Les suppositions, je poursuis la lecture de la citation, les suppositions, valeurs et attitudes culturelles ne constituent pas une couche conceptuelle distincte que nous pouvons plaquer à notre guise sur l'expérience. Il serait plus correct de dire que toute expérience est entièrement culturelle et que, lorsque nous faisons l'expérience du monde, notre culture est déjà présente dans l'expérience elle-même. Donc, là, on voit bien la volonté, là, disons, c'est plus une problématique philosophique que linguistique, si on veut, on voit bien la volonté de ne pas dissocier l'expérience physique des expériences mentales diverses, culturelles, etc., et de privilégier comme point de référence les suppositions, valeurs et attitudes culturelles qui seraient toujours présentes, même dans la plus simple expérience apparemment physique. Alors, ça peut paraître un peu surprenant que de dire que nos gestes physiques, la vie de notre corps est déjà imprégnée culturellement. Mais quand vous y pensez un peu, on peut imaginer des situations dans lesquelles cela se voit bien. Par exemple, la question très connue dans les perspectives ethnologiques, etc., des dégoûts alimentaires. C'est-à-dire, le fait qu'on puisse, dans telle ou telle culture, manger tel animal ou pas tel animal, être révulsé par telle odeur, tel parfum, etc. On peut avoir l'impression que c'est une expérience physique. C'est-à-dire, ce truc, je ne peux pas le manger, ça sent trop mauvais. Mais bon, dans une autre culture, cette chose qui est perçue par une personne comme étant une expérience physique, sensorielle de l'odorat, en fait, elle est déjà imprégnée d'une sorte d'un ensemble de présuppositions culturelles. Donc, on peut concevoir que un certain nombre d'expériences physiques puissent être, enfin physiques ou physiologiques de notre corps, disons, puissent être imprégnées de présuppositions culturelles. Bon, mais dans d'autres cas, je ne sais pas moi, marcher, s'asseoir, se lever, quelle serait la dimension, quels seraient les présupposés culturels de ces opérations? C'est plus délicat. Alors, le dernier paragraphe introduit quelque chose comme une sorte de confusion quand même dans cette réflexion, puisqu'il dit la chose suivante. Pourtant, même si nous admettons que chaque expérience comporte des présuppositions culturelles, nous pouvons encore établir une distinction importante entre des expériences qui sont plutôt physiques, comme se mettre debout, et celles qui sont plutôt culturelles, comme prendre part à une cérémonie de mariage.
Alors là, on a l'impression qu'il rebrousse chemin, hein, c'est-à-dire que d'abord, il part de l'idée que on ne peut pas dissocier l'expérience physique ou corporelle de l'expérience culturelle, et ensuite, il présente ce qui était au départ comme une sorte de mauvaise opposition, comme un problème de gradation. C'est-à-dire il y aurait des choses plutôt, tout serait culturel, mais dans le culturel, il y aurait des choses culturelles plutôt physiques et des choses culturelles vraiment culturelles. Bon, donc là, il y a quand même quelque chose d'assez confus. Alors, cette confusion, elle est levée dans un autre passage beaucoup plus clair, qui apparaît juste après, puisque là, bon, là je vous donne des citations dans l'édition française, hein, pour ça que c'est en français. Donc la citation qu'on vient de voir, c'est page 66. Donc vous voyez un peu plus loin, page 69, il y a une explicitation beaucoup plus convaincante de l'idée qui est défendue. Donc je cite le début là. Nous ne prétendons pas que l'expérience physique est en aucune manière plus fondamentale que d'autres formes d'expérience affective, mentale, culturelle ou autre. Bon, ça c'est clairement posé. Il y a différents types d'expériences que vit l'être humain, et l'expérience physique n'est pas plus fondamentale que les autres. Bon, ça c'est clairement posé. Toutes ces expériences peuvent être, donc toutes les expériences non physiques, hein, peuvent être aussi fondamentales que les expériences physiques. Nous soutenons plutôt, et c'est là ce qui manquait dans la citation précédente, nous soutenons plutôt que nous conceptualisons habituellement le non-physique en termes physiques. Autrement dit, que nous conceptualisons le moins distinct en termes du plus distinct. Donc, avec ce présupposé que ce qui est non physique est moins distinct et ce qui est physique est plus distinct. Donc, par exemple, avec la préposition dans, on va passer d'un domaine, à partir du domaine spatial, Henri est dans la cuisine, donc une localisation spatiale, à une localisation dans un domaine social. Henri est dans les parachutistes, bon, c'est un peu bizarre en français, mais on pourrait dire dans l'enseignement, dans la médecine, etc. Et puis dans le domaine affectif, hein, une localisation dans le domaine affectif, Henri est dans l'embarras. Donc, commentaire, le concept dans émerge dans la première phrase directement de l'expérience spatiale, de façon claire et distincte. Ce n'est pas un cas de concept métaphorique. Donc là, déjà, on a bien cette réponse sur l'idée qu'il y a des concepts qui ne sont pas métaphoriques. Dans, au sens, enfin, la localisation spatiale n'est pas métaphorique. Elle n'est pas... l'espace n'est pas métaphorisé à partir d'autre chose. Alors on avait vu que ce n'est pas le cas du temps. Hein. Le temps est souvent métaphorisé à partir de l'espace. Mais l'espace semble une dimension fondamentale de l'être humain qui est la source de métaphores. Il n'est pas de même donc des deux autres phrases qui contiennent des concepts métaphoriques. Alors par exemple, l'idée que les groupes sociaux sont des contenants, qui est un cas particulier de métaphore ontologique, hein, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'une métaphore qui va transformer quelque chose d'abstrait dans une entité qui a un contenant, ou qui permet une relation entre contenant et contenu, correspond à une métaphore ontologique. Bon. Donc, ici, on voit bien comment s'articule le non métaphorique avec le métaphorique. Et à ce moment-là, quel est le rapport avec le physique et le non physique ? Eh bien, on peut le constater dans cette dernière citation. Ces exemples montrent donc qu'il est possible d'avoir des types d'expériences également fondamentaux, tout en ayant des conceptualisations des expériences qui ne sont pas également fondamentales. Par conséquent, on peut tout à fait maintenir cette idée que dans la vie de l'être humain, les expériences physiques, à supposer qu'on puisse avoir une expérience purement physique, hein, ce qui n'est pas forcément évident, mais bon, admettons. Les expériences physiques n'ont pas de privilège, de priorité conceptuelle par rapport aux expériences non physiques. Hein. Donc éprouver une émotion, par exemple, ça n'est pas une
éprouver une émotion comme la peur, à un moment donné, par exemple, ça n'est pas une expérience qui serait plus secondaire par rapport à une expérience physique, comme éprouver de la fatigue après avoir couru longtemps. Bon. Dans les deux cas, ce sont des expériences de l'être humain et elles ne peuvent pas être hiérarchisées au sens où l'une serait plus fondamentale que l'autre. Au niveau des expériences. En revanche, dès qu'on est non plus au niveau des expériences, mais au niveau de la conceptualisation des expériences, là apparaît une hiérarchie. C'est-à-dire que la conceptualisation du non-physique se fait sur des concepts non métaphoriques physiques. Enfin, peut se faire, et se fait très souvent. Donc là, il y a une hiérarchie, effectivement. Mais ce n'est pas que l'expérience physique est plus fondamentale, c'est que notre conceptualisation, notre système conceptuel, fait que nous avons des concepts physiques qui ne sont pas métaphoriques, et donc qui sont premiers par rapport à des concepts non physiques qui, eux, vont être métaphoriques et vont être métaphorisés à partir de sources qui viennent des concepts physiques. Donc ça, c'est une distinction théorique très importante à avoir à l'esprit entre la dimension phénoménologique de l'expérience et puis la conceptualisation de l'expérience. Bon, alors, toute la question qui demeure un peu ouverte ici, c'est de s'entendre sur ce qu'on appelle précisément conceptualisation. Parce que là, si vous voulez, on entre dans un débat sur le représentationnalisme. Est-ce qu'on conceptualise vraiment, enfin, pas, de toute façon, pas consciemment, hein, dans les propos, dans les textes de Laïkov en particulier, la notion de conceptualisation n'est pas du tout limitée à la conceptualisation consciente, rationnelle, etc. Hein, c'est une conceptualisation effectuée plus ou moins automatiquement par notre système cognitif en raison d'une imprégnation culturelle, etc., etc. Donc, cette conceptualisation, cette notion de conceptualisation ne tombe pas peut-être complètement dans l'objection qu'on pourrait faire à une position entièrement représentationnaliste, c'est-à-dire qui nous obligerait à avoir des représentations mentales assez claires de tout ce que nous vivons. Bien. Alors, on peut approfondir cette question d'une manière assez sérieuse grâce au travail, enfin c'est son doctorat, de Joseph Edward Grady, qui donc a fait sa thèse avec Laïkov, et puis d'autres, Phil Morse, Lublin, etc., des gens tout à fait respectables. Donc lui, il a travaillé sur la question des métaphores primaires, ce qu'il appelle les métaphores primaires. Donc c'est une dénomination qui échappe à cette distinction entre les métaphores ontologiques et les métaphores spatiales. Et à la fin de la thèse, bon, je mettrai pour ceux que ça intéresse, parce que le texte est disponible, enfin j'ai trouvé le PDF de la thèse, donc je vous la mettrai en ligne pour ceux que ça intéresse. Et à la fin de la thèse, il y a un appendice très intéressant dans lequel il y a une liste de toutes les métaphores primaires qu'il a trouvées. Alors, avec une méthodologie, bon, voilà, en explorant autant tout ce qu'il pouvait, mais il n'y a pas une méthodologie extrêmement, comment dire, stricte en termes de corpus, etc. Hein. Je pense que, enfin, d'ailleurs, il l'explicite à un moment donné. Il y a un chapitre, comme dans toute bonne thèse ou tout travail de recherche, il y a un chapitre sur la méthodologie. Il a exploré le plus possible de métaphores conceptuelles, sans pouvoir jamais garantir avoir couvert toutes les métaphores conceptuelles possibles. Bon, et bien sûr, il est parti de l'anglais. Hein. On verra que dans certains cas, certaines métaphores primaires ne fonctionnent pas très bien
dans d'autres langues, enfin en particulier en français, mais souvent elles sont tellement générales qu'elles ont quand même un certain degré d'universalité. Alors, on va voir un peu, d'abord je vais vous présenter rapidement le modèle qu'il utilise, hein, la modélisation, qu'est-ce qu'il entend exactement par métaphore primaire. Mais ça rejoint cette idée des métaphores de base, enfin, c'est-à-dire des concepts non métaphoriques qui vont être... En fait, l'idée, c'était de répertorier tous les concepts non métaphoriques qui sont la base de concepts métaphoriques. Ce qui est extrêmement précieux si on veut faire une étude sérieuse et un peu systématique des métaphores conceptuelles. On ne peut pas, parce que je veux dire, s'amuser à repérer des métaphores conceptuelles au hasard des textes comme ça, bon, c'est bien, mais je veux dire, scientifiquement, c'est pas très très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des répertoires complets. Et si déjà on a les concepts non métaphoriques de base qui sont tous disponibles, ça commence à devenir intéressant. Bien, donc c'est ce qu'il a essayé de faire. Et donc, dans son appendice, à la fin de la thèse, il y a la liste. Et la liste de toutes les métaphores primaires qu'il a trouvées est divisée en 5 chapitres. Les relations, ce qu'il appelle atemporelles, les notions de quantité et de degré, le temps, l'action et les événements, les affects et les relations sociales. Et ensuite, la dernière partie, c'est la pensée et la conscience. Bon. Donc, je vais d'abord vous expliquer un petit peu le modèle, et puis ensuite on regardera les relations atemporelles pour que vous ayez une idée de jusqu'où ça va. On va les regarder toutes, donc je ne vais peut-être pas toutes les commenter, mais vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de choses. Et puis pour le reste, je vous donnerai juste quelques exemples pour chacune, parce que ce serait évidemment beaucoup trop long de commenter toutes les métaphores primaires identifiées par Grady. Alors, son modèle est celui-ci. Il y a un schéma avec au départ des événements de base, donc, et puis des aptitudes cognitives, des structures cognitives. Donc il y a une relation, on va voir exactement ce que ça signifie, parce que ça c'est très important, cette notion d'événement de base. Donc il y a une relation entre des événements de base et des structures cognitives. La relation entre les événements de base et les structure cognitive va conduire à ce qu'il appelle des primary scenes, donc des scènes primaires, qui correspondent tout simplement à la dimension phénoménologique des événements de base, c'est-à-dire ce sont les événements de base en tant qu'ils sont vécus par une certaine personne. Ensuite, il y a la partie conceptual binding qui correspond donc simplement au fait d'établir un lien entre les deux zones conceptuelles. Ensuite, il y a une zone là, enfin une partie plus ou moins facultative deconflation, qui est une sorte de c'est un néologisme, c'est en gros la désunification lorsque les concepts sont trop liés. Ça, c'est un détail en fait, mais je vais quand même le commenter rapidement. Et ensuite, on aboutit aux métaphores primaires. Alors, qu'est-ce qu'il appelle les basic events? Alors là, je l'ai traduit, je vous donne après je vous donnerai directement le texte en anglais, mais pour les basic events, j'ai traduit parce que c'est quand même important de bien comprendre ce point de départ qui n'est pas si évident. Alors, voilà une première citation, on en utilisera 2 pour définir les basic events. Il y a certains types d'événements et de scènes qui se répètent régulièrement dans notre expérience. Bon, alors, ça, bien sûr, on peut imaginer que ça ait une dimension culturelle. C'est-à-dire que les scènes qui vont se répéter dans notre expérience ne seront pas les mêmes, forcément, d'une culture à l'autre. Je parle ici de choses qui se passent, d'interactions particulières avec l'environnement, qui se déroulent à des moments et des endroits particuliers. Bon. Donc il y a une certaine spécificité de ces scènes. Elles doivent pouvoir être caractérisées par un certain nombre de paramètres. Certains événements de ce genre se produisent à de nombreuses reprises dans notre expérience dans des concepts variés. Par exemple, alors là, il va développer un contraste entre 2 types d'exemples pour dire cette catégorie d'exemples fait partie pour moi des basic events et cette autre catégorie n'en fait pas partie.
Donc par exemple, nous soulevons souvent des objets. Nous voyons souvent des couleurs particulières, nous fléchissons souvent les genoux, nous percevons souvent les similitudes entre les objets, nous nous déplaçons souvent d'un endroit à l'autre, nous obtenons souvent de l'information par l'observation visuelle d'une scène, et ainsi de suite. Donc tout ça, ce sont des événements, évidemment, de la vie humaine. Maintenant, ils ne sont pas tous sur le même plan, bien que chacun de ces événements puisse se produire à de nombreuses reprises dans une journée quelconque. Donc je donne une deuxième citation pour montrer, qui montre quelle différence il fait entre ces types d'événements. Parmi les choses qui se produisent dans notre expérience sur une base si régulière, certaines sont plus, il y a un plus en trop, plus importantes et significatives pour nous que d'autres. Ouais. Parce qu'elles se rapportent de façon particulière à nos objectifs et nos désirs. Par exemple, lorsque nous ressentons le poids d'un objet, cela signifie typiquement qu'il nous est plus difficile de le soulever que s'il était léger. Donc là, vous voyez, l'idée sous-jacente, c'est que ça va être la métaphore conceptuelle que quelque chose qui est lourd, c'est pénible, c'est compliqué, etc. Donc la métaphore conceptuelle du poids vers la difficulté. Donc lorsque nous ressentons le poids d'un objet, cela signifie typiquement qu'il nous est plus difficile de le soulever que s'il était léger. Cela peut aussi signifier que nous ne pouvons pas le soulever ou ressentir de l'inconfort lorsque nous le soulevons ou le soutenons. Donc ça, c'est un premier type d'expérience. Quand on voit la couleur bleue, en revanche, cette expérience n'a pas d'implication particulière pour nos interactions avec le monde. Toutes sortes d'objets peuvent être bleus, nous pouvons typiquement nous rapporter à des objets bleus de la même manière que nous nous référons à des objets verts, rouges ou jaunes. Bon, malgré quelques détails, c'est-à-dire le fait que des effets des couleurs peuvent affecter notre humeur. De même, l'action de plier les genoux n'a pas d'importance particulière dans notre expérience parce qu'on le fait dans toutes sortes de contextes, pour toutes sortes de raisons. Plier les genoux pour marcher, s'asseoir, sauter, etc. Mais ce n'est pas une action autonome d'une importance particulière, comme soulever un poids et ressentir ce poids et la difficulté de le déplacer. D'accord ? Donc, il y a bien une différence qui est faite. Vous voyez, elle n'est pas forcément très très claire, hein, mais une différence qui est faite entre, parmi l'ensemble des événements que nous expérimentons dans la vie humaine, des événements qui sont considérés comme basiques, hein, basic events, parce qu'ils ont une importance particulière, ils se répètent, ils sont en quelque sorte significatifs, on aurait envie de dire. Hein. Et puis d'autres qui sont des choses qui nous arrivent, mais sur lesquelles on peut en quelque sorte rien accrocher. Je veux dire, voir quelque chose qui est de couleur bleue, quelle généralisation est possible là ? Rien. Bon. Donc ça présuppose quand même que cet exemple-là, le contraste entre ces deux exemples, que si le poids, la notion de poids, peut être envisagée comme une source de métaphore conceptuelle, une couleur, la vue d'une couleur comme le bleu, elle est présupposée comme n'étant pas susceptible de pouvoir de pouvoir constituer une source de métaphore conceptuelle. Alors, est-ce que le fait qu'un objet soit d'une certaine couleur pourrait générer une métaphore conceptuelle ? Là, ce qui est présupposé, c'est que non. Hein. C'est que ça n'est pas possible. Bien. D'une manière plus synthétique, voilà comment Grady définit les basic events, donc des expériences simples en temps réel, qui sont reliées d'une manière particulière à des interactions orientées vers un but avec le monde, des interactions avec le monde orientées vers un but, et qui ont une importance particulière
dans le modèle. Donc c'est ce qu'il appelle les basic events. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, les scènes primaires, rien à voir avec la psychanalyse, primary scenes, ici, c'est simplement l'expérience subjective d'un basic event. Donc l'expérience subjective de ces événements de base, c'est comment on vit, on expérimente ce fait d'avoir, par exemple, porté quelque chose et avoir ressenti que c'était lourd. Bon, ensuite, il y a la partie de l'établissement d'un lien conceptuel fondé simplement sur la répétition, et ça, c'est déjà chez Laïkov, puisque nous expérimentons ces scènes primaires très fréquemment, et puisqu'elles impliquent des corrélations serrées entre des aspects distincts de l'expérience phénoménologique, il n'est pas surprenant que ces dimensions soient fortement associées dans nos représentations cognitives du monde. Vous vous souvenez, c'est ce que Laïkov, le genre d'exemple que j'ai déjà cité et que Laïkov utilise, c'est que pourquoi more is up, pourquoi est-ce que le plus c'est en haut, ça peut correspondre tout simplement à l'expérience répétée de verser un liquide dans un récipient et de voir que quand on verse le liquide, ça monte. Donc il y aurait cette association, cette espèce de... c'est une forme d'associationnisme si on veut, cette espèce de lien qui s'établit peu à peu dans l'expérience entre chaque fois que j'en mets plus, ça va vers le haut. Donc le plus est associé avec le haut. Mais dans notre cerveau, c'est-à-dire que pour Laïkov, il y a des connexions neuronales qui se font entre ces concepts. Bon, alors il n'est pas allé le vérifier avec un appareillage, si vous voulez, technique, c'est une hypothèse. Il y aurait vraiment un fondement neurologique à ces métaphores conceptuelles, et qui sont liées à la répétition d'expériences et à la dimension phénoménologique de l'expérience, comment on la vit, etc. Donc de même, lorsque je soulève un poids, je vois qu'il est lourd, je l'associe avec cette expérience qu'il est difficile à transporter. Donc, je ne sais pas moi, un enfant qui a un gros cartable pour aller à l'école, il a l'occasion d'expérimenter que quand c'est lourd, c'est difficile à transporter. Bon. Et c'est là que s'établit un lien conceptuel, une association entre deux domaines conceptuels. Alors, il donne quelques exemples. La chaleur et l'intimité émotionnelle, emotional intimacy. Bon, donc le fait que lorsqu'on est proche de quelqu'un physiquement, on ressent sa chaleur, eh bien, ça tend à associer la notion de chaleur à la notion de proximité affective. Le poids et la difficulté. Itching and compulsion to act. Bon, ça c'est un peu... Itching, c'est se démanger, enfin les démangeaisons et l'envie d'agir. Bon, ça me paraît moins clair. Bon, mais enfin, prenons les deux premiers exemples. Eh bien, ce sont des dimensions de l'expérience qui sont fondées sur les considérations antérieures, d'être fortement associées dans notre esprit. Et là, vous voyez, cela confirme ce que je vous disais tout à l'heure, below the level of conscious analysis. C'est-à-dire, tout ça n'est pas du tout conscient, c'est dans nos habitudes de vie que s'établissent peu à peu les liens. Alors, voilà donc pour le conceptual binding. Maintenant, la partie du processus nommée ici deconflation, alors ça c'est, vous voyez, c'est entre parenthèses, donc c'est un moment facultatif du processus qui est donc fondé sur l'idée générale qu'il faut quand même qu'il y ait deux concepts pour qu'il y ait une métaphore conceptuelle. Donc, si un enfant finalement a un seul concept pour les deux expériences, mais il faudra les dissocier. C'est ça l'idée de deconflation. Alors donc je
commente rapidement, enfin je traduis rapidement la citation. Par exemple, si un enfant remarque régulièrement la difficulté impliquée par le fait de lever des objets lourds, eh bien, il va finir par faire équivaloir la difficulté avec le poids, hein, c'est-à-dire l'expérience de porter certains objets d'une certaine masse avec l'expérience de la difficulté en général, et il pourrait former un concept unique, hein, qui subsume les deux dimensions. Ce serait une sorte de concept de poids qui s'appliquerait aussi bien au physique qu'au non-physique. Alors, s'il y a cela, eh bien, un aspect du développement cognitif serait que ces deux concepts doivent à un moment donné être dissociés. Bon, ça c'est une hypothèse, à mon avis, purement théorique, mais pourquoi pas, hein, qui préserve la possibilité de la métaphore. Il faut deux concepts pour faire une métaphore, hein. S'il n'y en a qu'un, ça ne marche plus. Alors, enfin, on arrive à la notion de métaphore primaire et à la notion de source primaire, hein. Donc les sources primaires, c'est une autre formulation de ce qu'on a vu tout à l'heure chez Lakoff, avec cette notion de concepts non métaphoriques qui servent de base à des métaphores. Donc une fois que les dimensions distinctes de l'expérience sont liées dans nos représentations cognitives, eh bien, on a atteint un stade qui permet l'extension de cette association à des correspondances plus larges entre des concepts. Par exemple, nous pouvons référer à l'opposition donc léger et lourd pour des tâches, hein, des tâches qui sont lourdes ou légères. Puisque, au moins en anglais, l'échelle entière du poids est associée avec l'échelle de la difficulté ou du caractère désagréable pour une tâche. De la même manière, les degrés de chaleur ou de proximité correspondent à des degrés de réponse émotionnelle ou de connexion, etc., etc. Donc, et il précise, donc, dans cette dissertation, dans sa thèse, je vais référer à beaucoup de métaphores primaires pour lesquelles chaque définition implique un lien de cette sorte entre des concepts distincts. Vous voyez, il faut bien qu'il y ait des concepts distincts, d'où cette rubrique-là de la déconflation. Des concepts distincts, donc source primaire et concept cible, qui proviennent donc des scènes primaires, comme celles dont on a parlé plus haut, et les corrélations qui les caractérisent. Et voilà. Ensuite, il annonce donc que ces concepts, ces métaphores primaires jouent un rôle très important dans le langage métaphorique. Alors, je regarde combien de temps il nous reste. Oui, bon, alors on verra ça un peu la prochaine fois. Donc, la semaine prochaine, je vous parlerai donc des différents types de métaphores primaires qui existent, et puis ensuite, donc, on abordera la question de l'impact des métaphores conceptuelles sur les esprits, tel que le pense Lakoff et tel qu'il le développe dans son action politique également. Voilà, eh bien, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.